Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je souhaite, bien sûr, je félicite les résidents en première année, les nouveaux première année résidents en radiologie. Je les félicite surtout pour le choix qu'ils ont fait et j'espère qu'ils seront à la hauteur de leur choix et de la spécialité. Alors, le thème que je propose est l'approche diagnostique radiographique des tumeurs osseuses, histoire de vous booster un peu et de vous motiver. Alors le plan sera le suivant, on commencera bien sûr comme tout le monde le fait par une introduction, l'intérêt de la question, prérequis anatomiques et radio-anatomiques, les outils diagnostiques dont dispose le radiologue et la sémiologie. On va s'attarder surtout sur l'étude analytique de la lésion. Alors en guise d'introduction, il faut savoir que le diagnostic d'une tumeur osseuse ne se fait pas seulement par le radiologue, il se fait par le clinicien, principalement c'est vrai par le radiologue, donc vous, et le diagnostic de confirmation passera par le pathologiste. Alors ces trois éléments forment une chaîne à trois maillons, dont chacun contribue à l'élaboration du diagnostic. Alors vous me direz quel est le rôle du radiologue dans ce genre de thème, dans les lésions tumorales. Alors le radiologue recherchera la tumeur, il la caractérisera, il évoquera un diagnostic le plus probable, et pourquoi pas le bon diagnostic, celui qui sera le diagnostic du pathologiste, et il contribuera à la planification thérapeutique, et pourquoi pas, lorsque le sujet est traité, il contribuera à l'évaluation de l'efficacité thérapeutique, récidive ou efficacité de la chirurgie. Alors, quelques prérequis anatomiques. Qu'est-ce qu'un os long? Alors, tout simplement, un os long, c'est un os qui possède une épiphyse et une diaphyse et qui sont liés par une métaphyse. Ça, c'est un os long. Qu'est-ce qu'un os plat? C'est un os qui possède deux lames, une lame externe et une lame interne, qu'on appelle les tables externes et internes, qui sont denses et qui correspondent à des corticales, séparées par de l'os spongieux, poreux, contenant de la moelle, qu'on appelle diploé. Ça, c'est les os plats. Il existe aussi des os courts et des os irréguliers. Alors certains anatomistes classent les vertèbres parmi les os irréguliers, mais ça ne compte pas en pratique courante. Un os court, c'est un os qui ne répond ni à la définition des os longs, ni à la définition des os plats. Ils sont de forme cubique, cuboïde ou irrégulière. Ils possèdent seulement une corticale et de l'os spongieux. Alors, la radioanatomie des os, on sait qu'un os long possède une épiphyse, qui est une partie importante puisqu'il est le siège de l'os sous-chondral qui donne sur l'articulation et l'interligne articulaire. On a une métaphyse et une diaphyse. Alors, comment reconnaître la métaphyse de la diaphyse? Alors la métaphyse, c'est la région où la corticale commence à s'amincir jusqu'à se réduire à une fine lame bordant l'épiphyse. Bien sûr, l'os long contient en son centre la médullaire, qui est enveloppée par une couche d'os compacte circonférentielle qu'on appelle corticale, qui elle-même est entourée d'une enveloppe très fine, osseuse, qu'on ne voit pas à l'état normal en radiographie, et qu'on appelle le périoste. Alors, vous voyez ici des tissus graisseux qui apparaissent très clairs en radiographie et qui séparent les plans musculaires entre eux et les muscles de l'os qu'on appelle les fascias graisseux. Alors, on n'omettra pas de parler de l'interligne articulaire qui joue un rôle très important et qui est un facteur décisif dans la prise en charge thérapeutique. Alors, les outils dont dispose le radiologue, vous les connaissez bien, c'est la radiographie, le scanner et l'IRM. L'échographie peut avoir un rôle en matière de tumeur osseuse dans l'évaluation de la dégénérescence des ostéochondromes, à la recherche en mesurant la coiffe. Un mot s'impose pour la scintigraphie. Il s'agit c'est en effet un examen radiologique, mais qui ne fait pas partie du bilan d'imagerie. Il sert plus à localiser, à détecter le nombre des lésions à travers le corps, plutôt qu'à caractériser les lésions et poser les diagnostics. Exception faite de l'ostéomostéoïde où la scintigraphie joue un rôle quand même
diagnostic à une valeur prédictive positive relativement importante. Alors pourquoi on va étudier spécialement la radiographie standard et non pas les autres examens? Parce que la radiographie standard est peu coûteuse, elle est la première demandée. Pourquoi? Parce qu'elle est peu coûteuse, elle est peu irradiante, elle est accessible, peu irradiante contrairement à la TDM, accessible contrairement à l'IRM, relativement spécifique quand on verra pourquoi, et elle écarte quelques pièges diagnostiques faits par l'échographie par exemple d'emblée. Alors l'approche radiographique d'une tumeur osseuse se fera en 2 étapes. D'abord l'étude analytique, puis l'étude synthétique. On passe d'abord par l'étude analytique, c'est quoi? Juste en fait, une petite remarque, en pratique ou même pour l'examen ou autre, il ne faudra jamais interpréter une radiographie standard sur une seule incidence. Ici on a une radiographie du genou de face faite en position debout, et on a ici une lésion hyper dense en projection de l'épiphyse ou de la métaphyse fémorale distale. Alors lorsqu'on fait un profil, on se rend compte qu'il s'agit finalement d'une lésion osseuse qui est en projection de la synoviale ou du tendon rotulien et qui ne fait pas partie finalement de l'os. Donc toujours réaliser 2 incidences pour écarter certains diagnostics et penser à d'autres. Alors, la sémiologie l'étude sémiologique d'une tumeur osseuse va passer par 10 points essentiels que vous devrez retenir et apprendre machinalement. C'est une forme de checklist auquel vous devrez répondre et, de manière succincte et successive. Donc, c'est le nombre, la localisation, la nature lésionnelle, la taille et la forme de la lésion, la matrice lésionnelle, les limites et les contours, la corticale, la réaction périostée, la réaction des parties molles et le reste des structures osseuses qui sont atteintes ou normales ou épargnées par la lésion. On va commencer par le nombre de la lésion qui est le premier élément à rechercher ou à caractériser ou à analyser lorsqu'on a une lésion osseuse. Alors on a chez ces 2 patients qui présentent des lésions uniques, comme chez ce patient qui présente une lésion unique au niveau du calcanéum qui peut correspondre à un TCG ou alors à un lipome intraosseux calcanien. Chez ce patient qui présente une lésion également ostéolytique métaphysaire fémorale proximale qui correspond à un kyste osseux simple. Donc là on voit bien que les lésions sont uniques et c'est important de les préciser. Alors chez ces patients par contre il y a des lésions multiples qui peuvent siéger aussi bien sur le même os. On voit ici des lésions multiples sur le tibia et qui peuvent siéger aussi bien sur des os différents. Par exemple, atteinte tibio-fibulaire à l'origine d'une fracture pathologique et qui est en rapport avec un myélome multiple. Alors ici, au niveau du crâne également, il y a des lésions ostéolytiques à l'emporte-pièce de taille identique, arrondie, bien circonscrite et qui correspondent toujours à un myélome multiple. Chez cet enfant, par exemple, on a des lésions multiples qui touchent non seulement un os long, mais aussi un os plat. C'est aussi possible et ça a des caractéristiques sémiologiques importante puisque ça nous fait évoquer, en fonction de l'âge également, à une histiocytose, à un granulome éosinophile. Alors, le deuxième élément de votre checklist sera de préciser la localisation. Et quand on parle de localisation, on ne parle pas seulement de l'os, de la nature de l'os qu'il faudra nommer bien sûr. On dira que c'est une atteinte de l'os fémoral, de l'os tibial, de l'os huméral, radial ou scapulaire, iliaque. Et en fonction de l'os, on aura soit un os lent, un os plat ou un os court. Et alors la gamme diagnostique sera différente en fonction du segment osseux atteint. Ça ne se limitera pas à ça, puisqu'on devra préciser si c'est un os lent, l'étage, est-ce qu'il est diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire, parce que la gamme diagnostique également diffère en fonction de l'étage atteint. Et aussi on précisera la position, c'est-à-dire quel compartiment osseux est atteint. Est-ce qu'elle est à développement central, donc intramédulaire, ou alors elle se développe dans la corticale osseuse, ou alors elle est à l'extérieur de la corticale, mais toujours dans l'os, donc sous-périosté ou paraostéal ou juxtacortical. Alors les lésions qui siègent au niveau des os longs, on voit ici cet aspect de lésion ostéolytique qui peut correspondre soit à une TCG ou alors un ostéosarque.
et qui siège au niveau métaphysaire, mais il s'agit du fémur distal. Il est aussi, ici aussi les questions d'une lésion ostéolytique métaphyso-épiphysaire du 5e métacarpien. Alors juste une petite remarque, est-ce que les os, les phalanges et les métacarpes font partie des os longs ou des os courts? Ils font partie des os longs. Pourquoi? Du moment qu'ils possèdent une diaphyse et une épiphyse, on n'a pas le droit de parler d'os courts. Les os courts, c'est les os du carpe. Ça, c'est des os courts, ils n'ont ni diaphyse ni épiphyse, mais les os du carpe et des phalanges, etc., sont des os longs. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent une diaphyse, une épiphyse et une métaphyse. Alors, les lésions peuvent aussi bien toucher les os longs, comme on l'a vu, que les os plats, comme c'est le cas chez ce patient qui possède un chondrosarcome de l'os iliaque gauche. Alors, ça peut toucher également les vertèbres, les os courts, ou que certains anatomistes appellent os irréguliers. Et dans le cas précis des lésions vertébrales, il faudra préciser s'il s'agit d'une lésion qui touche le corps vertébral ou alors s'il s'agit d'une lésion qui touche l'arc postérieur. Et là, la gamme diagnostique également diffère en fonction de l'atteinte du corps ou de l'arc postérieur. Ici, il y a une planche qui illustre et qui résume les différents diagnostics des lésions tumorales en fonction de leur siège diaphysaire, métaphysaire et épiphysaire. On voit nettement que les TCG prédominent, tumeurs à cellules gênantes prédominent au niveau des épiphyses. Par exemple, le fibromyxoïde prédomine au niveau métaphysaire et que la dysplasie fibreuse prédomine au niveau diaphysaire. En exemple, au niveau diaphysaire, on a une lésion commençante qui correspond chez un adulte à un infarctus osseux. En métaphyse, on a ici une lésion métaphysaire qui correspond à un fibrome non ossifiant, alors qu'ici une lésion épiphysaire chez un enfant qui correspond typiquement à un chondroblastome. Alors comme on l'a dit, la lésion peut se développer en intramédulaire, c'est-à-dire dans la moelle osseuse, et dans ce cas, elle peut être de deux types, soit centrée, soit excentrée. Alors qu'est-ce qu'une lésion centrée, qu'est-ce qu'une lésion excentrée? Une lésion centrale centrée, c'est lorsqu'une lésion occupe la moelle osseuse et que le centre de la lésion passe par l'axe de l'os porteur, aussi bien sur le face que sur le profil, donc sur les deux incidences. Alors que dans les lésions excentrées, le centre de la lésion passe en dehors de l'axe porteur sur au moins une seule incidence. Donc si on voit uniquement ce profil de l'extrémité distale de la jambe, on ne pourra pas dire si cette lésion est excentrée ou centrée, puisque c'est le face qui nous informe de son siège précis. Alors, les lésions peuvent être centrales, elles peuvent être aussi intracorticales. Alors comment les reconnaître? Il s'agit d'une lésion ici ostéolytique avec une large réaction ostéoblastique et une corticale qui est épaissie. Ici également, il s'agit d'un cortical défect qui siège dans la corticale et non pas dans la médulaire. Alors comment reconnaître, comment savoir? Il faut analyser la corticale qui s'élargit au pôle de la lésion. Ici la corticale est de calibre d'épaisseur normale et plus elle se rapproche de la tumeur et de la lésion en question, plus elle augmente de taille. Donc c'est caractéristique, il y a un élargissement de la corticale au pôle de la tumeur, donc caractéristique des lésions intracorticales. Les lésions juxtacorticales, c'est quoi? Ou paraostéales, ce sont des lésions qui se développent non pas en intramédulaire, même pas en intracorticale, mais en sous-périostée, donc sous l'enveloppe qui tapisse la corticale et qui peut éroder de l'extérieur la corticale osseuse. Alors juste une petite remarque, c'est les lésions en arc, les réactions périostées en arc-bouton. Ici, il ne faut pas les prendre pour des lésions intracorticales parce que ça, il ne s'agit pas de corticale mais de réaction périostée. Alors la corticale à ce niveau est saine, elle est représentée en bleu, et tout ce qui est en rouge c'est la réaction périostée, donc c'est la prolifération, c'est une hyperostose pleine du périoste qui répond à cette tumeur et qui vient buter contre cette tumeur réalisant l'aspect en arc-bouton. Alors quel est l'intérêt? C'est pas pour vous embêter si on doit préciser le siège exact des tumeurs. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est que
Lorsque la lésion est centrale, on pense plutôt à ces diagnostics, chondroblastome, ostéoblastome, vous les apprendrez. Lorsque la lésion sera corticale, on penchera plutôt vers un ostéome ostéoïde, un fibrome non ossifiant, adamantium, etc. Alors que lorsqu'elle est jusqu'à corticale, on pensera à un ostéosarque, exostose, tout ça corrélé à l'âge et à la clinique du patient. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué, mais c'est simple si on suit un checklist très précis. Alors, on passe maintenant au troisième point du checklist, c'est la nature de la lésion. Une lésion osseuse d'allure tumorale peut être lytique, c'est le cas chez ce patient. Une lésion lytique, c'est une lésion qui ronge l'os et qui détruit l'os, et donc l'os, la densité osseuse sera remplacée par un vide, alors que les lésions condensantes, c'est l'inverse. C'est une lésion soit calcifiante, soit ostéoformatrice, c'est le cas chez ce patient. Et les lésions mixtes sont des lésions qui non seulement induisent des reconstructions osseuses, mais aussi elles détruisent et construisent l'os. Donc, association de lésions condensantes et de lésions ostéolytiques. Alors, on va commencer par les lésions lytiques. Qu'est-ce qu'une lésion lytique? On l'a expliqué déjà, mais quelle est la conduite à tenir? Comment faut-il raisonner devant une lésion ostéolytique? Il y a la classification de Lodvik. Alors la classification de Lodvik, c'est le socle de ce cours. S'il y a bien une chose à retenir en sortant de ce cours, en terminant à la fin de ce cours, c'est la classification de Lodvik. C'est quoi? C'est une classification pronostique qui, plus elle est élevée, plus le pronostic de la tumeur est sombre et agressif. Alors il y en a trois types. Type 1, type 2 et type 3. Alors faites attention, ne dites pas stade, ne dites pas grade, mais c'est bien le type. Lodvik de type 1. Alors, Lodvik de type 1, il s'agit d'une lésion ostéolyse et géographique. Alors, juste une remarque, vous voyez que le troisième, la nature lésionnelle, est corrélée à la limite et au contour de la lésion. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse une lésion ostéolytique, on analyse systématiquement ses contours. C'est spécifique aux lésions ostéolytiques, on ne le verra pas pour les lésions condensantes ou mixtes. Et la classification de Lodvik va préciser les contours de la lésion et ses limites. Alors le type 1, c'est une ostéolyse géographique, c'est-à-dire que c'est une ostéolyse qui a une forme bien particulière, bien circonscrite, enfin, elle a une forme. Ce type 1 est divisé en 3. En fonction du grade d'agressivité. Alors, le type 1 de Lodvik, le type 1A, c'est une lésion ostéolytique. On a ici de l'os qui est en métaphysère, qui est rangé et détruit, mais qui est entouré par une sclérose marginale. On appelle ça une sclérose marginale, une espèce de paroi qui est ossifiée. Donc, les limites sont très nettes et c'est typiquement caractéristique des lésions d'évolution lente. Pourquoi? Parce que la réponse de l'os, de l'organisme à la lésion se fait très bien, puisque l'os a le temps de reconstruire autour de la tumeur et de limiter son évolution. Alors, les lésions de type B de Lodvik, de type 1B, sont des lésions ostéolytiques bien limitées, très bien limitées, nettement limitées, sauf que à l'inverse des types 1A, il n'y a pas de sclérose marginale. On voit bien que ces lésions sont très bien limitées, bien circonscrites, mais il n'y a pas de sclérose marginale. Alors le type 1C sont des lésions toujours géographiques, sauf que leurs contours ne sont pas très nets. Si je vous donnais un stylo et que je vous disais de marquer les contours nets de la lésion, vous n'arriverez pas à les dessiner. Donc ce sont des lésions à limite floues, mais qui restent géographiques. Alors, les lésions de type 2, ce sont des lésions non pas géographiques, mais ce sont des ostéolyses mitées. On voit ici que la lésion principale est ici, mais si je vous disais qu'ici il y a des lésions, ici il y a des lésions, il s'agit de micro-lacunes de 2 à 5 cm, à limite floue, confluentes par endroits, et à limite irrégulière. C'est le type 3, donc un aspect mité. Alors, le type 3 de Lodvik, c'est une ostéolyse perméative. Pourquoi? On a ici des limites irrégulières, on a un aspect rongé et érodé des contours de la lésion, et on n'a pas cet aspect mité qu'on a en type 2. Alors je le vous dis d'emblée, vous trouverez beaucoup de difficultés à différencier le type 2 du type
3 en pratique courante, mais ce n'est pas vraiment important puisque les deux types, le 2 et le 3, sont signes d'une lésion de très grande agressivité, donc pourquoi pas de malignité. Alors c'est quoi l'intérêt, on le répète, de la classification de Lodvig? C'est une classification dite pronostique. Par exemple, on a ici une étude statistique qui démontre la probabilité, qui démontre l'intérêt de la classification de Lodvig. Par exemple, la probabilité qu'une lésion ostéolytique soit maligne est de 2% dans les types 1A, de 36% dans les types 1B, de 48% dans les types 1C et environ dans les 100% des types 2 et 3. Alors, juste une remarque de grande envergure, ne pas confondre agressivité et malignité. Lorsqu'on a un type 2 ou 3 de Lodvig, on dira que la lésion est agressive ou alors rapidement évolutive. Ne pas parler de malignité dans les comptes rendus. Donc on dira que c'est une lésion ostéolytique de type 2 de Lodvig, témoignant de sa grande agressivité ou de son évolution rapide. Par exemple, une ostéomyélite peut se manifester par une ostéolyse de type 2 sans pour autant être maligne. C'est vrai certes qu'il s'agit d'une lésion agressive, mais surtout pas maligne. Alors ici, il y a quelques mémotechniques en anglais qui regroupent les étiologies des lésions ostéolytiques multiples et uniques et les lésions ostéolytiques multiples que vous pourrez apprendre. Alors, on passe maintenant aux lésions condensantes. Ici également, il y a un mémotechnique qui permet de regrouper sous forme d'un seul mot des étiologies différentes des lésions ostéocondensantes. Alors c'est quoi une lésion ostéocondensante? Elle peut être le résultat d'une tumeur ostéoformatrice telle que les ostéosarcomes. Elle peut être les résultats d'une nécrose osseuse telle que les infarctus osseux intramédulaires. Ou alors elle peut être le résultat ou le fruit d'une réaction ostéoblastique à une lésion ostéolytique donnée, comme c'est le cas de l'ostéome ostéoïde avec ce nidus, cette lacune intraosseuse entourée d'une réaction ostéoblastique très importante. Alors juste un petit mot sur les lésions mixtes. On a dit qu'il s'agissait d'une association entre une lésion condensante et des lésions ostéolytiques. Cet aspect est à différencier, enfin, pour ceux qui veulent être pointilleux dans leur descriptif et précis dans leur analyse, ce terme est à différencier d'une condensation hétérogène, puisqu'une condensation hétérogène associe des lésions condensantes à de l'os sain. Ceci est de l'os sain et non pas de l'ostéolyse. Bon, ça n'a pas d'implication importante en pratique courante ou dans les diagnostics différentiels, mais c'est juste à noter. Alors, le quatrième point du checklist, c'est la taille et la forme de la tumeur. Alors, comment la taille peut-elle influencer la démarche diagnostique? Alors, on a ici deux images qui se ressemblent fortement. Bon, lorsque vous avancerez en théorie, vous remarquerez qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Maintenant, peut-être que vous ne le remarquez pas, mais toutes les deux sont des lésions ostéolytiques, siège de calcification de type cartilagineuse. Si vous disiez que ici, il s'agit d'un chondrosarque de bas grade, alors qu'ici, il s'agit d'un enchondrome, c'est-à-dire tumeur cartilagineuse bénigne et tumeur cartilagineuse maligne, vous me direz par quel mécanisme? Je vous dirai parce que celle-ci fait plus de 5 cm, alors que celle-là fait moins de 5 cm. Le critère de taille peut être discriminatif lors de certaines tumeurs. C'est le cas aussi pour l'ostéome. Il est dit ostéome ostéoïde lorsque le nidus est de moins de 2 cm, ou alors ostéoblastome lorsque le nidus est de plus de 2 cm. Le cas également pour le fibroxanthome qui est appelé cortical defect si il mesure moins de 3 cm, alors que si il mesure plus de 3 cm, on l'appellerait fibrome non ossifiant. On passe au cinquième élément, au cinquième point du checklist, c'est la matrice lésionnelle. Une matrice lésionnelle peut être ossifiante, cartilagineuse, fibreuse, liquidienne ou graisseuse. Alors, la matrice ossifiante va se manifester sous trois formes. Soit sous forme d'une condensation simple, focale,
soit sous forme d'une condensation plus ou moins étalée à contour flou, donnant l'aspect, comme dans cette image, de nuages ou de coton, qu'on appelle d'abord cloud-like ou cotonneux. Elle peut aussi donner un aspect très dense de l'os, décrivant un aspect ivoire qu'on connaît tous lors des métastases le plus fréquemment prostatiques. Alors, la matrice cartilagineuse, c'est quoi? Elle est reconnue par ses calcifications typiques. Ce sont des calcifications nombreuses, très denses et qui ont des formes particulières. Il y a 3 types de calcifications cartilagineuses qu'il faudra apprendre et retenir. Ce sont soit les calcifications punctiformes donnant un aspect granuleux, soit des calcifications grossières, floconneuses et qu'on appelle en popcorn, soit des calcifications arciformes, annulaires, qu'on appelle en point-virgule. Alors, chez ce patient qui présente un enchondrome, donc tumeur cartilagineuse bénigne, on a des calcifications quelque peu arciformes et punctiformes, donnant un aspect granuleux. Ici, des calcifications en popcorn et des calcifications arciformes. Bon, c'est pas très important en pratique de distinguer les punctiformes, arciformes en popcorn. Ce qui est important surtout, c'est de reconnaître une calcification ostéogénique, une calcification cartilagineuse, d'une ossification d'une tumeur ostéogénique. Alors la matrice fibreuse, c'est simple, c'est d'avoir cet aspect en verre dépoli, une lésion en verre dépoli, qui ne fait partie ni des lésions ostéolytiques ni des lésions ostéocondensantes, qui sont typiques des dysplasies fibreuses. Alors c'est facile, lorsque vous tombez sur ce genre de lésion, de penser à une dysplasie fibreuse. Les matrices liquidiennes ou graisseuses, ici on a un kyste osseux solitaire, à contenu liquidien en densité scanographique. Et ici on a un lipome osseux calcanéen, avec au scanner une densité scanographique négative. Alors juste un petit mot, dans vos comptes rendus, lorsque vous parlerez de la matrice, il faut toujours préciser si la matrice lésionnelle est homogène ou alors est-ce qu'elle est hétérogène par la présence de cloisons ou de trabéculations. Quelle est la différence entre une cloison et une trabéculation? Une cloison, elles sont fines, ce sont des cloisons intralésionnelles qui sont fines, alors que les trabéculations sont épaisses. Toutes deux sont caractéristiques des kystes osseux anévrismaux, même si les kystes osseux anévrismaux sont sièges de cloison, alors que les fibromes chondromyxoïdes sont sièges de trabéculation. Enfin, on arrive à un chapitre très important, donc concentrez-vous, c'est la réaction corticopériostée. Alors la réaction corticopériostée à une tumeur, c'est la réponse de l'organisme, c'est-à-dire de l'os normal, à une agression lésionnelle destructrice. Alors comment va-t-il réagir? Il va réagir soit à travers son périoste, soit à travers sa corticale. La réaction périostée peut être continue et peut être discontinue, c'est-à-dire que l'enveloppe périostée peut être rompue ou pas. Lorsqu'elle est continue, c'est-à-dire non rompue, on peut avoir une corticale saine ou alors une corticale remaniée. On va commencer par les réactions périostées continues à corticale saine. Il s'agit des réactions périostées pleines, qu'on appelle hyperostose. C'est quoi une réaction périostée pleine ou hyperostose? Elle est de 2 types. On a ici la corticale, et on a ici le périoste qui est épaissi. Il est épaissi, il n'est pas lamellaire, et il est régulier. C'est un épaississement régulier du périoste. C'est un épaississement plein, donc il n'est pas séparé de la corticale, et c'est un épaississement homogène. Donc le premier type, hyperostose pleine, régulière et homogène. Il peut être épaissi, mais dans ce cas ondulé, irrégulier. Il s'agit d'une hyperostose irrégulière et ondulée qu'on retrouve le plus souvent dans les ostéomyélites chroniques. Alors, dans cette gamme de réactions périostées, on retrouve les réactions périostées lamellaires, qui peut être aussi bien unilamellaires que plurilamellaires. Ici, qu'est-ce qu'une réaction périostée lamellaire? C'est une prolifération périostée qui se fait sous forme d'une seule lame, qui est séparée de la corticale par une lame claire qui est caractéristique. Alors que les réactions périostées plurilamellaires sont une stratification de plusieurs périostes, de prolifération périostée, et qui va s'enjoncer en bulbe d'oignon, ou qui est caractéristique dans cet aspect. Alors, les réactions périostées spiculées, c'est quoi?
ce sont cet aspect, ce sont des spicules qui sont plus ou moins perpendiculaires et décrivent des aspects différents en fonction de leur disposition. Ici on a une réaction périostée en poil de brosse qui sont perpendiculaires à la corticale. Ici des réactions des spiculations en radiaire décrivant un aspect en rayon de soleil ou en feu d'herbe. Et ici des réactions périostées anarchiques de direction anarchique, elles vont n'importe où décrivant un aspect en velours. Alors juste pour votre compréhension, comment se passe le mécanisme d'une spiculation. Alors ici on a une coupe axiale de l'os, avec ici un os poreux qui correspond à la médulaire ou l'os intraspongieux qui est occupé par la moelle osseuse. Ici de l'os compact qui correspond à la corticale et qui est entouré d'une enveloppe osseuse qu'on appelle le périoste. C'est ça le périoste. Alors le périoste est accolé à la corticale par des fibres gélatineuses et par de la colle osseuse qu'on appelle les fibres de Charpé. Lorsque la tumeur se développe par exemple à ce niveau, elle va envahir le périoste et va le soulever, et en fonction de sa rapidité d'évolution, elle va décoller les fibres de Charpé, et avec le temps, ces fibres de Charpé vont se calcifier et donner cet aspect typique de spiculation qui sont de signes d'une grande agressivité. Alors, les réactions périostées continues avec corticale remaniée, c'est le cas des soufflures corticales. Lorsqu'on a une soufflure corticale, on pense surtout à des TCG, des kystes osseux anévrismaux, etc. Donc il est plus approprié d'utiliser le terme expansion corticale que de soufflure corticale. On voit ici nettement que le périoste est continu et non rompu. Alors on passe au périoste discontinu. Il s'agit du fameux éperon de Codman ou triangle de Codman. Ici, le périoste est à ce niveau, il va proliférer, mais la lésion est tellement rapide, son évolution est tellement flagrante que le périoste n'a pas le temps de suivre et donc se rend à ce niveau. Et ce type de réaction témoigne d'une très forte agressivité, voire d'une grande malignité de la tumeur. Alors, c'est quoi l'intérêt pour l'étude de la réaction périostée? C'est un peu comme la classification de Lodvig. Celle-ci explorera la bénignité ou alors le degré d'agressivité de la lésion. Par exemple, les hyperostoses pleines ou irrégulières, qu'elles soient homogènes ou régulières ou irrégulières, vont témoigner d'une tumeur lentement évolutive, d'une lésion lentement évolutive, alors que les réactions périostées plurilamellaires ou spiculées vont témoigner d'une lésion agressive, et l'éperon de Codman ou la solution de continuité, la discontinuité périostée va se manifester, va traduire des lésions très agressives. Alors ici, quelques étiologies des réactions périostées solides et des réactions périostées de type agressive avec spiculation et éperon de Codman. Alors, en 9e point, on parlera des parties molles. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport aux parties molles? C'est la densification, parler de la densification, des calcifications des parties molles et de refoulement des fascias. Alors ici, chez ce patient qui a une tumeur ostéocondensante, il y a une densification importante des parties molles avec refoulement des fascias. Vous voyez ici les lignes claires qui sont refoulées et des calcifications discrètes des parties molles à ce niveau et à ce niveau. Et notez ici, vous connaissez maintenant le éperon de Codman, ici la réaction périostée discontinue réalisant un aspect de éperon de Codman qui signe la malignité et qui signe la nature agressive de la tumeur. Après avoir parlé des parties molles, on parle du reste des structures osseuses visibles sur la radiographie standard. Vous êtes un radiologue complet, vous devez parler de tout ce que vous voyez et interpréter en fonction du contexte. Alors, par exemple ici, on a une lésion ostéocondensante qui correspond fort probablement à un ostéosarcome qui est une tumeur très agressive. Pourquoi? Parce qu'on a ici un éperon de Codman qui est très caractéristique, une solution de continuité du périoste. On a une tuméfaction avec refoulement des fascias graisseux, mais il faudra parler de l'épiphyse distale fémorale, des portions visibles tibio-fibulaires et de l'interligne articulaire et de la rotule sur le profil. Donc toujours pour parler à la fin du descriptif du reste des structures osseuses. Est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont atteintes? Est-ce qu'elles sont envahies? Alors nous avons terminé avec l'étude analytique, nous passons à l'étude synthétique. Donc l'étude analytique, vous avez vu que ça prenait l'essentiel de ce cours ou de cette présentation.
mais elle est insuffisante si on ne la corrèle pas à l'étude synthétique. Qu'est-ce que l'étude synthétique? C'est corréler les données sémiologiques qu'on a vues, le checklist qu'on avait élaboré, à l'étude analytique et au contexte du patient, c'est-à-dire l'âge, la clinique, l'évolution et les antécédents personnels. Par exemple, quelqu'un qui vient avec une lésion ostéolytique, avec cliniquement des douleurs nocturnes, cessant après l'ingestion d'aspirine, on pensera d'emblée à un ostéomostéoïde. On pourra prescrire plutôt une scintigraphie plutôt qu'une radio standard. Par exemple, devant des lésions multiples, juste pour illustrer l'intérêt de l'âge, devant des lésions multiples, chez un adulte, on pensera d'emblée à un myélome multiple ou à des métastases. Sans avoir vu les images indépendamment de l'aspect de la lésion, on pensera d'emblée chez un adulte âgé présentant des lésions multiples, à un myélome multiple et à des métastases. Par contre, chez un enfant, lorsqu'on a des lésions multiples, chez un enfant de moins de 5 ans, on pensera à une méta du neuroblastome, alors que s'il a plus de 5 ans, on pensera d'emblée à une histiocytose X, indépendamment de l'aspect lésionnel. Alors que si, maintenant, si en plus de l'étude synthétique, l'étude analytique est typique du diagnostic évoqué, tant mieux. Alors ici, une planche qui illustre les différentes pathologies qui surviennent en fonction de l'âge. Ici, moins de 30 ans, on a ce genre de pathologie, dysplasie fibreuse, fibrome non ossifiant, ostéomostéoïde, enchondrome, alors que chez les plus de 30 ans, on a plus les métastases, les enchondromes, les ostéochondromes dégénérés, etc. Alors, je vais terminer par ce chapitre qui me tient à cœur, c'est les aspects typiques et évocateurs, pourquoi pas pathognomoniques. Vous savez, indépendamment de l'étude sémiologique et analytique, vous pouvez voir une image et poser d'emblée le diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est un aspect caractéristique. C'est l'exemple de l'ostéomostéoïde qui présente une lacune centrale entourée d'une réaction osseuse très importante qui est intracorticale. C'est le nidus caractéristique de l'ostéomostéoïde. Le kyste osseux simple ou le kyste osseux solitaire qui présente une forme ovoïde qu'on appelle en fond de coquetier et qui est caractéristique. Plus encore, plus caractéristique et plus pathognomonique, on a cet aspect de fond de coquetier, de lésion ostéolytique en forme de fond de coquetier, avec en son fond une corticale qui est détachée de cette fracture. Donc vous voyez la discontinuité corticale et le fragment qui est tombé au fond, qu'on appelle le fallen fragment sign, le signe du fragment tombant qui est pathognomonique du kyste osseux solitaire. Donc souvenez-vous de ces aspects et ne les oubliez pas. Typiquement également dans les vertèbres, lorsqu'on a un aspect grillagé, un aspect barricadé ou un velours côtelé des vertèbres, des corps vertébraux, on pense d'emblée à un dyshangiome. Et en scanographie, lors des coupes axiales, on obtient ces coupes. Alors l'aspect barricadé finalement était représenté par ces points qui donnent un aspect typique en nid d'abeille qui traduit l'hémangiome. L'aspect en bulle de savon, caractéristique du fibrome non ossifiant, on voit cette lésion de type 1A de l'eau de vie qui est entourée d'une sclérose marginale très importante et qui signe le type 1A et qui a un aspect caractéristique en bulle de savon. Vous voyez que vous pouvez assimiler ça à une bulle de savon et vous pouvez évoquer d'emblée le diagnostic, surtout lorsqu'elle est excentrée intramédulaire. Le verre dépoli, comme je vous l'ai dit, vous pensez d'emblée à une dysplasie fibreuse, en particulier lorsqu'il s'y associe des malformations osseuses. Les lésions à l'emporte-pièce, c'est typiquement le cas des myélomes multiples. On sent bien que ces lésions sont à limite très nettes, de taille vraiment égale. Il y a des petites lésions qui sont de taille égale, de grandes lésions, un peu plus grandes lésions qui sont de taille toujours égale, et on sent que c'est fait à l'emporte-pièce. Alors, l'aspect nuageux ou cotonneux des lésions ostéocondensantes ou mixtes, c'est typique des ostéosarques, ou encore l'aspect en jet de vapeur, typiquement aussi des ostéosarques, surtout chez les sujets âgés. Alors, l'aspect en volupté de fumée, ici sans P, excusez-moi, l'aspect en volupté de fumée est caractéristique des infarctus osseux médulaires, et vous voyez l'aspect qui est complètement similaire à ce volupté de fumée. Alors on termine par l'intérêt de la TDM. À quoi sert la TDM? Si un patient vous vient ou qu'un médecin, un collègue vous vient et vous dit je préfère faire une TDM à mon patient plutôt qu'une radio,
Vous devez savoir l'intérêt de la TDM, c'est quoi? Elle permet une meilleure analyse des calcifications. Vous pourrez voir des calcifications en TDM que vous ne verrez pas en radiographie standard. Les cloisons sont mieux visibles en TDM plutôt qu'en standard. La rupture corticale, la réaction cortico-périostée. Et l'extension à distance, les TAP et tout pour bilan d'extension. Alors en bref, le scanner analyse très bien les composantes osseuses. Alors que l'IRM va servir plutôt à caractériser la lésion, surtout pour les tumeurs cartilagineuses. Elle peut caractériser la lésion et peut aider au diagnostic positif de la tumeur. Elle a surtout un rôle dans l'envahissement médulaire, c'est-à-dire où s'arrête l'envahissement de la lésion pour une éventuelle amputation, ou je sais pas, l'envahissement des parties molles et l'extension locorégionale. Alors pour conclure, j'espère que ça vous a été bénéfique. Je soulignerai l'intérêt de la radiographie standard, ne pas négliger une radiographie standard, et cela passe par une bonne connaissance des incidences radiographiques des différents segments de membres. Je souligne également le rôle fondamental du radiologue dans la prise en charge diagnostique de ce genre de pathologie. Et on parle toujours de lésions d'allure tumorale parce qu'on ne conclut pas souvent à des lésions tumorales. Il peut s'agir de lésions infectieuses, malformatives, etc., dystrophiques. Un diagnostic abouti et positif passe par une approche sémiologique fine et précise. Donc, j'insiste sur le checklist que je vous ai énuméré et faut pas manquer une étape et tout transcrire aussi bien à l'examen que en pratique courante. Donc, soyez pointilleux et soyez précis quant à l'approche sémiologique et quant à votre descriptif. Alors, je signe également l'importance du contexte, ne pas interpréter des images, mais interpréter des radiographies de patients, des échantillons de patients, et je note également en fin de conclusion le rôle des examens complémentaires en imagerie. Alors je vous laisse cette bibliographie, tout en espérant que ce cours vous a été bénéfique et fructueux. Je sais pas, vous pouvez vous le partager entre vous, entre collègues, et j'espère vous faire la prochaine pour vous montrer dans la prochaine vidéo, prochain cours, comment analyser une radiographie standard en 10 minutes. Et je suivrai le plan que vous aurez lors de l'examen. Et je vous souhaite une bonne continuation et la bienvenue. Il suffit juste de bosser et d'y donner du sien. Voilà. وعلى الله توكلنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك